Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour célébrer le mois de l'Europe. Avec la pandémie du coronavirus, notre traditionnel forum du partenariat UE-Congo a pris une tournure numérique, comme l'ensemble de nos activités d'ailleurs. Nous remercions chaleureusement les partenaires de tous nos programmes qui nous rejoignent pour évoquer avec nous les grandes problématiques auxquelles le monde est confronté, le Congo en particulier, et bien sûr les solutions à y apporter. Protection des plus fragiles, préservation de la nature, relance économique, un thème sera abordé chaque semaine et ça commence tout de suite. Bon visionnage. Comme a su le dire son Excellence, Monsieur le Président de la République, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Nous pouvons citer les importations des denrées alimentaires sont passées de 120 milliards de francs CFA en 2009 à 600 milliards de francs CFA en 2017. Source PNDA 2018-2022. Le développement de grappes dynamiques et de réseaux flexibles qui se traduit par l'interaction et la mutualisation entre grandes, moyennes et petites entreprises d'une même filière, ainsi qu'en amont et en aval de celles-ci, pour conquérir des marchés, partager des risques, des coûts, rationaliser les processus d'approvisionnement et de vente afin de créer de la valeur. Pour permettre à ces structures, à ces entreprises de se grouper pour éventuellement faire face ou obtenir un marché public. Je peux prendre l'exemple d'un marché aux petites et moyennes entreprises par le gouvernement qui a commandé 1 500 000 bavettes contre le Covid-19. Voilà une manière de s'organiser, de se grouper. Juguler la crise. Comment faire pour juguler cette crise? Nous avons des entreprises, des TPE, des PME, et dans le cadre, par exemple, de la coopération avec l'Union européenne, nous avons un programme qui s'appelle PRCCE2, Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales. Ce programme, d'un coût de 8,1 milliards de francs CFA, c'est un programme qui s'articule autour de 3 composantes. On a une première composante qui renforce le secteur privé et le développement durable des PME, une deuxième composante sur l'amélioration du climat des affaires et une troisième composante sur l'appui aux politiques sectorielles. Dans la première composante, la ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel est déléguée maître d'œuvre pour cette composante. Pour faire émerger une nouvelle génération de TPE-PME, il faudrait des TPE-PME solides, solidaires, compétitives, en sorte qu'elles soient mieux organisées et qu'elles œuvrent ensemble pour satisfaire une demande. Le PRCCE a déjà validé 36 projets d'une valeur d'1,5 milliard. Le PRCCE travaille avec 250 entrepreneurs. Il met à disposition des équipements et du renforcement des capacités. Nous avons plusieurs chaînes de valeur. La chaîne de valeur maïs-aviculture, la chaîne de valeur fruits, produits forestiers non lieux, plantes, et la chaîne de valeur bois-menuiserie. Alors, une chaîne de valeur est toujours spécifique d'un produit ou d'un service qui va être vendu, qui va être consommé. On peut parler de chaîne de valeur des fruits, des légumes, chaîne de valeur du miel, chaîne de valeur du maïs, chaîne de valeur des œufs, chaîne de valeur des meubles, des voitures. Enfin, il y a toute une multitude de chaînes de valeur pourvu qu'il y ait un produit qui se vende. Pour bien comprendre ce que c'est, il faut se représenter une chaîne dans laquelle chaque maillon va représenter une activité en particulier. Donc on peut avoir l'activité de production de légumes, par exemple. Et puis après, on va avoir l'activité de transport.
et puis peut-être de stockage. Et puis après, on va avoir le maillon de la transformation, et puis après, on aura le maillon, peut-être encore un maillon de transport, jusqu'à la consommation. Voilà. Et au sein de chacun de ces maillons, on va avoir toute une série d'opérateurs ou d'acteurs économiques. Ça peut être des producteurs, des agriculteurs, ça peut être des coopératives, ça peut être des entreprises, des très grosses entreprises ou des toutes petites, formalisées, pas formalisées. Voilà. Peu importe l'acteur, tant qu'il joue un rôle, tant qu'il touche le produit, eh bien, il fait partie de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Voilà. L'ensemble de ces acteurs, de ces activités, représente ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et les acteurs d'une chaîne de valeur, eh bien, ils font face à des problèmes, quel que soit le pays, au Congo, mais aussi en Europe, en Chine, aux États-Unis. Les acteurs font toujours face à des problèmes. Ça peut être le climat, la météo, ça peut être les infrastructures, ça peut être l'insécurité, ça peut être l'accès au financement ou l'accès au foncier. Voilà, il y a toute une série de problèmes auxquels font face n'importe quel acteur économique. Et vouloir développer des chaînes de valeur, finalement, c'est essayer de résoudre ou de limiter ces problèmes pour permettre à tous ces acteurs de vivre de leurs activités. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs outils. L'un d'entre eux consiste en fait à renforcer le lien entre les acteurs de ces différents maillons. Et donc les clusters, c'est une méthode pour renforcer le lien entre les acteurs, davantage de confiance, puisque davantage de discussions, de réunions, et on peut aussi, ça peut permettre aussi de comprendre les différents problèmes auxquels font face les autres acteurs. Alors, au cours de nos différentes études, on a très vite compris que le pays importait des œufs, par exemple, mais pourquoi? Parce que le maïs était trop cher, ou il n'avait pas assez pour faire de l'aliment pour les éleveurs. Du coup, les éleveurs avaient du mal à produire. Le pays importait aussi des jus ou des confitures, ou parce que peut-être que le pays avait du mal à produire ou à transformer des fruits ou des légumes. On s'est rendu compte que même s'il y a beaucoup de bois au Congo-Brazzaville, finalement le pays importait des meubles. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il y a toute une série de secteurs économiques où il y avait un potentiel, puisqu'il y avait une consommation dans le pays, mais que ces produits étaient importés finalement. Et donc ça concerne, en l'occurrence, la chaîne de valeur du maïs, la chaîne de valeur du bois menuiserie, chaîne de valeur des fruits et des légumes, et chaîne de valeur de l'aviculture. Voilà. Et donc on essaye d'appuyer ces chaînes de valeur grâce à nos clusters, pour les aider à se réunir, à discuter, à réfléchir et à mettre en œuvre des projets qui vont leur permettre de faire face à un certain nombre de challenges. Voilà. La réponse pour cette problématique est de structurer les acteurs, de les équiper et de leur donner des formations pratiques pour qu'à la fin, leur capacité soit renforcée et la production qui sortirait de ces ateliers soit une production de qualité. C'est une très bonne chose que le projet ait mis l'accent sur cette chaîne de valeur qui a en amont de la disponibilité en bois, mais en aval, il n'y a pas les capacités d'en faire des produits de qualité. Et par le passé, cette problématique a tenté d'être résolue, mais à notre sens, ça n'a jamais été vu de façon intégrale. Et pour la première fois, la problématique a été vue dans son intégralité, à savoir, pour que les produits de qualité sortent de nos ateliers, il faut que nos menuisiers soient bien formés, ils soient mieux structurés, ils soient mieux équipés pour qu'ils puissent produire des biens compétitifs et qui soient de qualité. Et donc, à travers le projet PRCCE2, les projets qui ont été validés par la commission d'évaluation des projets ont permis à ce qu'il y ait des unités pour améliorer la qualité du sciage du bois, les unités pour améliorer la qualité du séchage du bois et les capacités de finition. Nous avons accompagné les acteurs à identifier les problématiques et une vingtaine de projets ont été préparés. 7 projets ont été retenus par le gouvernement et la commission de la délégation. Ces 7 projets sont 4 projets pour Brazzaville, 2 pour Sibiti et 1 projet pour Pointe-Noire. Et ce qui est important, c'est que dans les 3 sites, nous aurons des unités de séchage de bois, ce qui est une grande première pour
le secteur bois de menuiserie au Congo. Et le projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce qui va se faire à Sibiti, parce que pour une première fois, les scieurs artisanaux auront accès à un équipement moderne, amovible, qui leur permettra de bien scier. Nous voyons arriver depuis quelques années sur le marché congolais des produits transformés à base de fruits, légumes et plantes. Et ces produits sont vendus dans les supermarchés, sont vendus en ligne, mais aussi sont vendus dans des boutiques qui se sont spécialisées dans la commercialisation des produits locaux. Les acteurs du maillon de la transformation nous proposent plusieurs gammes de produits, notamment des jus, des sirops, des confitures, des marmelades, des glaces, des sauces, des condiments et des tisanes. Mais il se pose quelques défis à relever pour le développement de cette chaîne de valeur. Le premier défi, c'est celui de la quantité et de la qualité de matières premières qui doivent partir des zones de production et arriver dans les zones de consommation en parfait état, ce qui est un peu difficile compte tenu de l'absence des transporteurs spécialisés dans ce domaine. Le deuxième défi, c'est celui du conditionnement et des équipements. Là aussi, il y a un gap, dans ce sens qu'il n'y a pas des producteurs locaux, des conditionnements et des équipements qui viennent d'ailleurs. Ils ont un coût qui se répercute sur le prix de revient des produits finis et rend le produit cher et inaccessible au commun des Congolais. Troisième défi, c'est celui de la normalisation. Nourrir sa famille est différent de nourrir toute une population. Nourrir une population a des exigences, a des lois, a des normes auxquelles les transformateurs doivent se conformer. Et enfin, le dernier défi, c'est celui de faire connaître le produit congolais à l'international. Pour y accéder, il faut des normes, il faut des standards à respecter. Et c'est le travail de l'Agence nationale de normalisation qui est en train de mettre en place l'Union européenne en partenariat avec le Congo. Ce travail, nous l'avons réalisé, nous l'avons commencé depuis le mois de juin. Et à ce jour, 10 projets ont été retenus dans 6 départements, Pointe-Noire, Kwilu, Niari, Bwenza, Wesso et Brazzaville font un bloc. Et nous avons travaillé sur 3 domaines, semences agricoles et production bio, transformation et enfin stockage, logistique et distribution. Quel impact? L'impact, c'est de relier les différents maillons de la chaîne de valeur transformation, de la chaîne de valeur fruits et légumes, qui part de la production des semences jusqu'à la distribution et à la commercialisation. Trois grands défis à relever pour le développement de la chaîne de valeur maïs et agriculture. Développement de la production semencière. Réduction des frais de douane liés aux intrants importés et appui à la création et ou à la consolidation des clusters. Il existe plusieurs potentialités de développement de la culture du maïs au Congo. Il y a d'abord l'immense potentialité, l'immense étendue de terres cultivables, l'existence des conditions écologiques favorables au développement de la culture de maïs, la présence d'une force juvénile, l'existence des institutions techniques d'appui disposant des cadres à valoriser. Il existe un marché porteur. S'agissant du marché, en dehors de la fabrication, de la transformation du maïs en aliments de bétail, il existe au moins 3 autres marchés. La création récente de la société Grand Moulin du Phare, en quête de maïs pour la fabrication du CRIS. L'émergence des unités de production de farine infantile, des farines composées à base de maïs, et l'existence de plusieurs distillateurs effectivement de l'alcool de maïs. En ce qui concerne les projets
financé par l'Union européenne, la chaîne de valeur maïs et agriculture compte 13 projets. 6 projets pour la production de maïs et 7 projets pour la transformation et l'agriculture. En ce qui concerne les projets maïs, les clusters de Mindouli, de Madingo et de Dolizi bénéficient de 2 projets chacun. Un projet lié à l'équipement d'une chaîne mécanisée et l'autre projet d'équipement consistera à la mise à leur disposition des écréneuses de maïs. En ce qui concerne la production animale, notamment la transformation et l'agriculture, il y a un projet lié à l'équipement des couveuses, d'une chaîne d'abattage et d'une chaîne de froid. Le projet qui est pour moi le plus important, c'est le projet de mécanisation parce que ce projet permettra de donner, de booster effectivement la production agricole. Parler de diversification d'une économie d'un pays revient à observer sa géographie parce que chaque pays a l'économie de sa géographie. Et si vous regardez la géographie congolaise, elle prédispose donc notre pays à avoir une économie diversifiée. Et s'il ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas créé les conditions de développement d'une entreprise. Alors, quelles sont ces conditions? Ces conditions passent entre autres par la mise à disposition d'une information, le renforcement des capacités aussi bien des entrepreneurs que de leurs salariés, l'accès au marché, l'amélioration d'un environnement propice aux affaires et l'accès aux ressources financières. Donc, toutes ces conditions réunies, bien sûr associées à certaines autres que je n'ai pas citées, mais les plus essentielles sont là, permettre donc à l'entreprise de se développer et, dans le cas du Congo, d'avoir une économie diversifiée. Dans le cas de la mise en œuvre du PRCCE2, la Chambre est en train de mener des projets qui vont permettre d'apporter des réponses à certaines des contraintes que nous venons de soulever. C'est ainsi que elle mène un projet sur la mise en place d'un helpdesk. C'est un portail qui va permettre d'abord une veille informationnelle, la recherche d'informations, bien sûr à travers la veille, la centralisation et le traitement de ces informations qui vont être mises à disposition des entrepreneurs et des autres investisseurs. Ensuite, à travers le helpdesk, nous aurons en backup les cadres de la Chambre qui vont répondre aux préoccupations spécifiques qui concernent les entrepreneurs. Autre projet sur lequel nous travaillons sur les fonds européens, il y a le renforcement de capacités. Nous travaillons sur la construction d'un parcours pédagogique sur la connaissance du droit au HADA. Donc, nous allons, à travers ce parcours, faire des formations à près de 600 entreprises pour que ces entreprises donc, aient la maîtrise de la réglementation au HADA puisqu'elle est nécessaire pour la conduite de leurs affaires. Enfin, nous allons aussi contribuer à améliorer l'environnement des affaires en opérationnalisant le CEMACO qui va permettre de mettre à la disposition des entrepreneurs de justice, une justice étatique et une justice privée. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue public-privé. Pourquoi? Parce que ce sont les pouvoirs publics qui font les lois, mais ce sont les entrepreneurs qui doivent les mettre en œuvre. Donc il est bon que ceux qui font les lois et ceux qui les mettent en œuvre discutent avant de les adopter parce que et le secteur privé et les pouvoirs publics, tous nous travaillons au développement du pays puisque finalement le développement de notre pays passera forcément par le développement des affaires. Donc il faut un cadre pour pouvoir
organiser le développement de ses affaires. Le gouvernement de la République du Congo a consenti des lourds investissements avec l'appui de ses partenaires pour mettre à niveau ou réhabiliter nos deux ports, notamment le port autonome de Pointe-Noire et le port de Brazzaville. Et pour le port de Pointe-Noire, je dirais que nous avons avec l'Union européenne ce grand investissement sur le port de pêche et toute la réglementation qui suit. Pour le port de Brazzaville, nous avons acquis 4 grues, 2 de 40 tonnes, 2 de 6 tonnes, pour augmenter les capacités de manutention portuaire. Et à travers ces investissements, la mise à niveau de ces deux ports, nous voyons qu'en termes de recettes budgétaires, il y a une nette amélioration. En termes économiques, nous augmentons nos capacités de fret maritime, ce qui vient reconforter le rôle du Congo en tant que pays de transit, puisque tout ce qui rentre par Pointe-Noire, avec le corridor, la route, la voie fluviale, nous pouvons desservir les pays limitrophes, la RCA, la RDC, et je dis que ces deux ports vont contribuer énormément à la diversification de notre économie. Bien sûr, la crise liée à la pandémie Covid-19 est bel et bien une opportunité comme dans toute crise, d'autant plus que notre économie était dépendante de l'exportation du pétrole et de l'importation des denrées de première nécessité. Avec les chocs qu'on a connus, tant du point de vue économique que son impact social, nous devons de renforcer davantage la diversification de l'économie. Les axes prioritaires n'ont pas changé. Il s'agit donc de ceux déjà retenus dans le cadre de notre plan national de développement 2018-2022. Je rappelle qu'il y a le capital humain, nous avons la diversification de notre économie, en son troisième axe à travers l'agriculture, la forêt, et le tourisme, et surtout donc je voulais m'appesantir sur cette diversification qui s'impose aujourd'hui. En ce qui concerne le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et le Congo, et oui, en ce moment où nous sommes en train de redéfinir un nouveau cadre de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, je crois qu'il est indiqué qu'il y ait un dialogue franc entre les deux parties pour que les préoccupations des pays bénéficiaires dans le Congo soient bel et bien prises en compte dans le nouvel accord. Oui, comme il a été déjà dit à plusieurs reprises et constaté de commun accord, l'économie congolaise dépend aujourd'hui encore excessivement d'une économie pétrolière qui est très peu créatrice d'emplois et qui maintenant, dans cette période de crise, expose aussi les pays à des risques et notamment maintenant à une pénurie de devises. Le constat commun est donc de la nécessité de diversifier l'économie congolaise, ce qui passe aussi ensemble avec une nécessaire amélioration du climat des affaires. L'Union européenne est en ligne avec les priorités fixées dans le plan national de développement, dont une est la diversification de l'économie. Plusieurs initiatives viennent en soutien à cet objectif. Vous avez déjà entendu parler du PSCC2, dans d'autres forums de ce qu'on fait dans le secteur forestier, etc. J'aimerais encore mentionner quelques autres. Par exemple, une action très intéressante qu'on a menée avec le programme alimentaire mondial de la Mwenza et portant sur la filière haricot, qui d'ailleurs maintenant très prochainement sera suivi par une autre action sur la filière manioc. On a aussi un bon nombre d'actions dans le secteur économique en cours avec des ONG qui à la fois visent des appuis aux producteurs, mais aussi qui s'occupent de la formation professionnelle. Et c'est certainement également
une priorité qui d'ailleurs figure en tant que telle aussi dans le PND. Bon, on voit donc que l'Union européenne est actuellement très active en appui à la diversification économique, au développement de l'initiative privée. Quel nous réservera le futur? Bon, je pense que les négociations sur le cadre post-Cotonou sont en bonne voie et certainement on peut s'attendre à une priorisation de la collaboration avec le secteur privé sur l'exemple déjà entamé avec le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne. La coopération économique entre l'Union européenne et le Congo va dans le futur encore focaliser davantage l'essor d'une économie post-pétrolière en République du Congo. Ce 3e forum est à présent terminé. Nous remercions sincèrement tous nos partenaires qui se sont pliés à cet exercice. Il clôture notre mois de l'Europe. Merci infiniment de nous avoir suivis et restés connectés sur nos réseaux sociaux. À très bientôt, j'espère, sans distanciation physique. Merci.